Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie. Au sommaire aujourd'hui, la Californie touchée par une sécheresse sans précédent. Des mesures d'urgence ont été prises pour économiser l'eau. Mais cela va-t-il suffire? C'est la question à laquelle on tentera de répondre. Et en seconde partie d'émission, on s'envolera pour le Mexique où les retraites souvent insuffisantes poussent de plus en plus de seniors à travailler. Quelques 22 000 personnes âgées seraient concernées. Voilà, mais avant de développer les titres, on va voir ce qui fait l'actualité économique internationale. Et on commence avec l'arrivée du Premier ministre grec à Moscou. Officiellement, il doit aborder avec son homologue plusieurs sujets comme le tourisme, l'énergie ou encore l'éventuel retrait d'Athènes de l'embargo agricole russe. Mais ce rapprochement agace l'Union européenne. D'ailleurs, certaines rumeurs disent qu'Alexis Tsipras pourrait aussi demander une aide financière à la Russie. Deuxième jour de la visite d'État du président tunisien en France, un déplacement destiné à renforcer la coopération sécuritaire mais aussi économique entre les deux pays. Déjà mardi, plusieurs accords bilatéraux ont été signés. Paris a notamment décidé de convertir 60 millions d'euros de dette tunisienne en investissement. Et notez par ailleurs que jeudi, c'est le Premier ministre indien qui entamera une visite en France, un voyage pour promouvoir son pays comme base industrielle et séduire de nouveaux investisseurs. On reste toujours dans l'Hexagone puisque ce mercredi, Manuel Valls a annoncé un geste fiscal pour les entreprises qui investissent dans des équipements industriels, 2,5 milliards d'euros sur 5 ans, une somme destinée à suramortir leurs achats. Écoutez. C'est un effort là aussi sans précédent de 2,5 milliards d'euros au bénéfice de l'investissement industriel. Il permettra d'accélérer le renouvellement de notre outil de production, la conquête de parts de marché et donc, une fois encore, la création d'emplois. Un trafic aérien perturbé. Ce mercredi débute une grève de 2 jours des aiguilleurs du ciel français. Ils réclament des négociations sur leurs conditions de travail et notamment sur leur âge de départ à la retraite. Résultat, environ 40% des vols ont été supprimés, un chiffre qui devrait passer à 50% pour la journée de jeudi. Et toujours en France, l'État a annoncé l'achat de 4,7% supplémentaires du capital de Renault. Sa participation dans le groupe va donc frôler les 20%, de quoi forcer le constructeur automobile à adopter des droits de vote double, un dispositif qui est issu de la loi Florange et que Renault cherche à enterrer à tout prix. 47 milliards de livres, environ 64 milliards d'euros. C'est le montant de l'offre amicale du groupe pétrolier Shell pour acheter le producteur britannique d'hydrocarbures BG Group. Si l'opération est connue depuis juin 2014, le montant, lui, vient tout juste d'être révélé via un communiqué commun des deux entreprises. Et on termine avec le Kenya qui va geler les comptes bancaires soupçonnés d'être liés à des activités terroristes. En tout, 85 personnes et entreprises sont concernées, parmi lesquelles 13 compagnies de transfert d'argent vers la Somalie en lien avec les islamistes. Chebab. Un point sur les marchés à présent avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, bonjour. Alors, quelle est la tendance en ce début de mois d'avril ? Oui, c'est sans doute, Johanna, l'élément le plus important de ce début de mois d'avril. C'est bien sûr le retour des grandes opérations de fusion-acquisition. FedEx a jeté son dévolu sur TNT Express, c'est un Européen, la somme 4,4 milliards de dollars, c'est une prime de 33%. Et puis, dans les services d'intégration des données d'entreprise, Informatica fait l'objet également d'une offre de la part de fonds. Et là, c'est une opération de 5,3 milliards de dollars. Alors, on manquait de catalyseurs sur les marchés financiers. On avait du mal à voir d'où viendrait la hausse. Peut-être viendra-t-elle de toutes ces opérations de fusion-acquisition. Mais attention, parce que souvent, en économie et même en bourse, 1 plus 1 n'est jamais égal à 2. Ça fait souvent au bout d'un an, 1,5. On met plusieurs années avant que le synergie ait lieu. Et puis, il y a des échecs. Rappelons-nous l'échec de la fusion Publicis-Omnicom. On prévoyait le paradis pour ces deux groupes en termes de fusion. On n'a pas eu l'enfer, mais en tout cas, on n'a pas eu de fusion. Et également, plus près de nous, il y a beaucoup de cacophonie autour de la fusion Lafarge-Holcim. On est dans le ciment. Mais en tout cas, ces opérations de fusion-acquisition
apporte un peu d'oxygène à des marchés financiers qui avaient du mal à continuer leur progression. Merci beaucoup Eric Lewin pour cette analyse et notez par ailleurs que ce mercredi, Tokyo a terminé la séance à son plus haut niveau depuis 15 ans, près de 19 800 points. Ça représente un gain de 0,76%. La raison, c'est l'éventualité d'un nouvel assouplissement quantitatif de la Banque du Japon, une possibilité sur laquelle les investisseurs ont spéculé. C'est une première aux États-Unis, touchée par une sécheresse sans précédent. La Californie s'est vue contrainte d'agir. La semaine dernière, le gouverneur Jerry Brown a annoncé toute une série de mesures d'économie de l'eau. Les normes vont être revues. Les habitants vont devoir réduire leur consommation d'un quart. Objectif, limiter au maximum le gaspillage, mais aussi investir dans de nouvelles technologies. C'est un sujet d'Anthony Lesme. La Californie subit pour la 4e année consécutive une vague de sécheresse. Le gouverneur Jerry Brown et les élus de l'État ont annoncé en mars le déblocage d'1 milliard de dollars pour financer des mesures d'urgence, notamment pour rationaliser l'eau. Pour les scientifiques, la situation devrait empirer dans les années futures. C'est la conclusion d'un nouveau rapport sur les conséquences du changement climatique. Il est l'œuvre de l'ONG Risky Business. Nous pensons que la Californie est rentrée dans une période où chaque année les températures seront de plus en plus élevées. Nous estimons que d'ici 2050, ce sera l'équivalent de 10 milliards de dollars de propriétés foncières qui seront sous les eaux, 10 milliards supplémentaires à la fin du siècle. Si la montée des eaux aura un impact direct sur les côtes hautement habitées de Californie, la hausse des températures asséchera toujours plus les terres. Le climat sera comparable à celui du Texas aujourd'hui, une catastrophe pour une région très agricole. Allons-nous voir un réchauffement de la planète de 2 degrés? Allons-nous voir un réchauffement de la planète de 4 degrés, de 6 degrés? Les décisions qui sont prises aujourd'hui auront une influence sur cette évolution et sur l'ampleur de l'impact en Californie. Les scientifiques souhaitent un changement de politique environnementale. L'énergie verte doit devenir une priorité absolue et limiter ainsi les émissions de CO2. Ne pas prendre de résolution serait de toutes les manières contre-productif pour l'économie. Donc nous appelons de toute urgence les responsables économiques, les investisseurs et en particulier les investisseurs sur le long terme, comme les marchés obligataires, à se pencher activement sur ces questions qui vont effectivement les toucher de près. Le rapport soutient que la hausse des températures pourra également entraîner une baisse de la productivité du travail, notamment celle qui concerne les travaux physiques. Elle devrait aussi faire grimper les coûts de l'énergie, aggraver la pollution de l'air et poser des risques sérieux pour la santé des Californiens. Et pour approfondir ce sujet, nous sommes en ligne avec Alexandre Delegue. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'économie à l'université Lille 1. Vous avez publié plusieurs papiers sur la relation entre l'économie et le climat. Première question, quelles sont les conséquences de cette pénurie d'eau sur l'économie californienne ? Alors, les secteurs qui supportent principalement la pénurie d'eau, ça va être bien évidemment l'agriculture, mais d'un point de vue un petit peu paradoxal, et en particulier à cause de l'organisation institutionnelle de l'économie californienne, c'est elle qui est la moins pénalisée dans sa capacité à prélever de l'eau et de manière générale. Donc, au bout du compte, ce sont essentiellement les particuliers qui vont être pénalisés, ce qui n'a pratique pas énormément de conséquences économiques, dans le sens c'est pas quelque chose qui va avoir un effet majeur sur le PIB, du moins à court terme, californien. Mais le secteur qui subit, c'est plutôt l'agriculture, mais l'agriculture aussi, c'est pas grand-chose dans l'économie californienne, c'est 2% du PIB californien. Donc en réalité, l'impact visible est assez important, mais à court terme, l'impact économique est pas extrêmement important. Si les gens prennent une douche de moins de temps en temps, l'effet sur l'économie est voisin de zéro. Et est-ce que selon vous, ces mesures prises par le gouverneur de Californie peuvent être efficaces ? Alors, si on veut être optimiste, on va dire qu'il y a une partie de ces mesures qui peuvent être efficaces avec un aspect un peu symbolique. On a pu constater, il y a des études qui ont été faites sur des cas ressemblant à celui-ci, que lorsqu'il y avait une sécheresse assez forte, le fait de prendre des mesures symboliques importantes, de faire une sorte d'appel à la conscience collective, était relativement efficace. Donc il est probable qu'on obtiendra de la part des particuliers californiens une diminution de leur consommation un petit peu par une sorte d'esprit civique. Mais le problème de fond, c'est que ces mesures n'auront pas d'effet énorme au bout du compte parce que, premièrement, elles ne touchent
que la population, les utilisateurs particuliers comme vous et moi, et ceci ne représente que 20% des usages de l'eau en Californie. 80% des usages de l'eau en Californie, c'est l'agriculture, c'est le secteur agricole, et celui-ci n'est absolument pas concerné par les mesures. Alors, on l'a vu dans le sujet, un rapport intitulé Risky Business a été publié. Il explique que dans le futur, le changement climatique pourrait faire perdre des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion ? C'est effectivement le cas. Il y a deux raisons principales ici. La première raison, c'est que aux États-Unis, comme d'ailleurs partout dans le monde, il y a une énorme partie de l'activité économique qui est concentrée dans les zones côtières, sur les littoraux. Et vu qu'il y a énormément de population et énormément d'activité économique qui est concentrée à ces endroits-là, si par exemple vous avez une montée des eaux sur le long terme, ou que vous avez plus souvent des ouragans et des phénomènes climatiques extrêmes qui dégradent la situation, automatiquement, enfin, on pourrait penser par exemple à l'ouragan à la Nouvelle-Orléans, automatiquement, c'est quelque chose qui va avoir des coûts extraordinairement élevés. C'est ça qui est le premier facteur qui est très important sur le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas tellement quelque chose qui est lié à la sécheresse, c'est plus lié à la montée des eaux et à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes du type ouragan. Alors, en deux mots, pour terminer, la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, elle aura lieu à la fin de l'année à Paris. Qu'est-ce qu'on doit espérer de ce grand rendez-vous ? Alors, ce grand type de rendez-vous politique, pour l'instant, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est quelque chose qui ne marche pas. On peut le noter, la dernière grande réunion à Copenhague a été un échec intégral, n'a absolument rien donné, et on pourrait même dire qu'à cette époque-là, il y avait une sorte d'élan général pour faire quelque chose contre le réchauffement climatique, et cet élan, aujourd'hui, il est beaucoup moins marqué. On est beaucoup plus dans chaque pays qui fait des mesures un petit peu dans son coin, que vers le lancement d'une sorte de grande politique climatique. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette réunion de Paris. On pourrait constater aussi, et c'est un peu ce que montre la situation californienne, que les réponses politiques, même au niveau local, même dans des situations d'urgence, comme c'est le cas de la Californie, ne sont pour l'instant pas à la hauteur. Merci beaucoup Alexandre Delegue d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ils sont 11 millions de seniors au Mexique, mais seul un quart d'entre eux reçoit une retraite, une pension souvent insuffisante pour vivre. Résultat, de plus en plus se remettent au travail. À la caisse des supermarchés, ces retraités remplissent les sacs des clients en échange de quelques pièces. Et aujourd'hui, ce programme mis en place par le gouvernement permet d'aider quelques 22 000 personnes âgées. Reportage. Tous les jours, Natalia est à son poste en bout de caisse. Pourtant, elle a 75 ans et une longue carrière de couturière derrière elle. Mais avec seulement 130 $ par mois, elle n'arrive pas à vivre de sa retraite. Alors elle participe à un programme de l'État qui lui permet de travailler dans ce supermarché. Elle remplit les sacs des clients en échange de quelques pièces. On est encore capable de travailler. Je me sens complètement apte à continuer le travail. Donc c'est bien qu'ils nous donnent cette opportunité. Une opportunité dont bénéficient 22 000 retraités mexicains. Comme Natalia, ils ne reçoivent pas de salaire, leurs revenus dépendent de la générosité des clients. Ces pourboires sont pour certains la seule manière de s'en sortir. La retraite que je reçois couvre juste les dépenses comme l'eau, l'électricité, les factures de téléphone. Ce que je gagne ici me sert à acheter à manger. Si le système des retraites est en panne au Mexique, c'est principalement à cause du travail au noir. Plus de la moitié des emplois ne sont pas déclarés, impossible donc de financer les pensions des 11 millions de retraités que compte le pays. Seulement un quart d'entre eux reçoit de l'argent de l'État. On doit créer des emplois pour eux, sinon ils le feront eux-mêmes. Ils vendront des choses dans la rue ou exerceront une activité risquée et ils pourraient avoir un accident. Donc avec ce programme, c'est mieux, on peut contrôler. Pour enrayer le travail au noir et financer les retraites, le gouvernement a lancé il y a quelques mois une réforme fiscale qui encourage à déclarer son emploi. Mais selon ces personnes âgées, la retraite se gagne bien mieux ici. Natalia, Javier et les autres récoltent jusqu'à 20 $ chacun par jour. Et tout de suite, on passe au Media Watch.
Et le Media Watch, c'est avec Léa Volbert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'un nouveau label. De quoi s'agit-il? Exactement, c'est le label B Corp, acronyme de Benefit Corporation. Ça arrive cette semaine en France. Alors, en France, on connaissait déjà le label AB pour l'agriculture biologique. On connaissait le Made in France. On connaissait Fairtrade pour le commerce équitable. Il y a donc maintenant ce nouveau label B Corp qui certifie, on pourrait dire, l'éthique des entreprises. Il s'agit de fixer aux entreprises des objectifs sociaux et environnementaux. Il s'agit également pour ces entreprises de répondre à des critères bien précis en matière d'environnement et en matière de transparence. Exemple de critères, il y a la différence entre l'écart entre le plus haut salaire et le plus bas salaire au sein d'une même entreprise. Il y a l'impact écologique des activités de cette entreprise, ou il y a encore tout simplement le bien-être des salariés. Pour obtenir ce fameux label, il faut répondre à au moins 80 critères sur 200. C'est tout droit importé des États-Unis. C'est fondé en 2006 par J. Cohen Gilbert avec l'ambition affichée de faire évoluer le capitalisme. Merci beaucoup Léa Volbert. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et l'information continue sur i24 News.